Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Un débat présidentiel n'a rien de comparable avec tous les autres débats que vous avez pu traverser dans la vie. Rien de comparable. Vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. C'est le moment. C'est la cérémonie. Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. En politique, la grande erreur, c'est de croire qu'on peut être aimé. Il faut être préféré. Et pour un débat présidentiel, ce qui compte, c'est que la préférence vous amène à une voix de plus que les 50%. Il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long. Ça serait bien long. Si le futur président de la République n'est pas capable d'affronter dans un débat télévisé son adversaire, il ne sera pas le futur président de la République. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Il y a moins d'une semaine, disparaissait le président Georges Pompidou. Je m'adresse à vous, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République. Vous voulez que je sois candidat, eh bien, je le serai. Que si un duel télévisé a joué un rôle sur le résultat final, ça ne peut être que celui-ci, parce que c'est le seul qui s'est joué à 1 point. Au fond, un débat, c'est une sorte de match, et le match, il se gagne quasiment dans les premières minutes. En général, tout au long du match, il y a un leader. Et Giscard va être le leader de ce match. Michel Bassy et moi, on co-présentait l'émission politique qui, à l'époque, s'appelait À armes égales. Et, comme tous les journalistes de notre génération, on avait été marqués par le duel entre Kennedy et Nixon. Kennedy, Nixon, ce soir-là, l'un crève l'écran, l'autre est mal maquillé, le jeune premier écrase le bulldog. Ça n'est pas un véritable débat, chacun s'adresse à la caméra, mais cette rencontre est une première et elle restera comme la référence. Et quand est intervenue la mort de Georges Pompidou, on s'est immédiatement appelé en disant « bon, ben, on va essayer ». Et donc, on s'est un peu réparti les rôles. Michel a été proposé à Valéry Giscard d'Estaing de le faire, et il a accepté tout de suite, il ne demandait que ça. Il avait le sentiment, évidemment, qu'il serait le meilleur. Allez-vous entre autres faire une campagne de charme? Je veux dire, si le charme joue, tant mieux. Nous avons, en 1974, une confiance immense dans le talent de Giscard. C'est un homme jeune et qui d'ailleurs dans sa campagne a donné tous les attributs de la jeunesse. C'est le début un peu de l'américanisation d'ailleurs de la vie politique française. On le voit jouer au football. En 1974, c'est plutôt presque un Kennedy à la française. C'est ici, au 3e étage de la tour Montparnasse, au centre nerveux de la campagne, que tout est mis en œuvre pour porter François Mitterrand à la présidence de la République. Giscard d'Estaing, qui s'exprime à la télévision avec un naturel, il fait partie de la génération qui a suivi la politique avec la télévision, face à un Mitterrand dont tout le monde savait qu'il détestait cet instrument. Moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Il l'a même haï,
au départ, dans sa première campagne en 1965, mettant des heures pour enregistrer des émissions d'1 minute ou d'1 minute 30, se reprenant à chaque phrase, persuadé que les caméramans lui en voulaient et prenaient son mauvais profil. On a une espèce de véritable méfiance physique de la télé. Et si nous parlions d'abord de la France ? Il était convaincu qu'il y avait là un piège quelque part. Et en tout cas, il n'aimait pas cette nouveauté. Il a fallu que je lui dise qu'il savait bien qu'avec nous, il n'y aurait pas d'histoire, qu'on serait correct. Et comme il était suffisamment intelligent pour s'en rendre compte, il savait bien que s'il refusait, Valéry Giscard d'Estaing utiliserait le thème. Il n'a même pas osé un débat avec moi. Il était impossible de ne pas relever le défi. À partir du moment où le gant était lancé, il fallait que notre champion descende dans l'arène. Ce débat est organisé sous le contrôle et avec l'autorisation de la Commission nationale de contrôle et avec l'accord des deux candidats. Le principe en est simple, temps de parole égal et égalité de moyens pour les deux candidats. Il y a eu des conditions qui ont été posées. Du côté de Valéry Giscard d'Estaing, pas énormément, sinon que sa calvitie qui était trop avancée pour son goût, et donc son obsession, c'était l'éclairage sur son crâne. Du côté de François Mitterrand, ça a été évidemment beaucoup plus exigeant. Il y avait en arrière-plan ce que Mitterrand, dans son style enveloppé, m'avait dit je ne se ferait pas que je n'en serais pas fâché. Bon, ça veut dire en clair, faites ce que vous pouvez pour écarter de moi ce débat. Donc rendez-le impossible si vous pouvez, soyez exigeants. Donc j'ai été très froid, très froid. La condition la plus désagréable pour nous, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait de questions. Ils acceptaient qu'on lance les thèmes, qu'on séquence l'émission, mais pas qu'on les interroge, et encore moins qu'on les interrompe ou qu'on les relance. Dans quelques minutes, messieurs Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand vont arriver. Ils se rendront d'abord dans cette loge où ils devront se faire maquiller. Ensuite, ils pénétreront au studio 101 et auront 1h30 pour convaincre les Français. En arrivant sur le plateau, c'était glacial. C'était glacial, ils étaient très tendus. François Mitterrand sans doute un peu plus que Valéry Giscard d'Estaing, mais enfin l'un et l'autre l'étaient. Et moi, j'avais 34 ans. Donc à 34 ans, le premier débat entre les deux candidats, c'était assez impressionnant. Il ne faut pas raconter d'histoire. Mesdames, Messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ouvre la campagne électorale à l'ORTF. Mitterrand-Giscard, en 1974, très peu de Français sur les millions d'électeurs les ont rencontrés. Donc on vote sur une image. Ma première question est la suivante. Elle concerne la suite de l'élection présidentielle. On a le sentiment que Mitterrand est un vieux roublard, mais qu'il n'est pas moderne, que son look fait assez passéiste, qu'il n'est pas élégant, y compris dans sa manière de s'exprimer. Mitterrand, il fait plus vieux que Giscard. Eh bien, je suis là pour vous répondre, avant de poser, moi aussi, des questions. Il est à la fois quelqu'un qui s'habille comme un homme de son âge et qui s'est habitué à penser qu'il avait une certaine prestance. Quand Mitterrand entrait dans une pièce ou sur un studio, c'était l'empereur qui arrivait. On ne l'appelait pas sire, mais tous les gestes des gens autour de lui traduisaient ce côté impérial de François Mitterrand. Et ça, évidemment, c'est pas a priori très télévisuel. Ça fait un peu vieille politique, quoi. J'ajoute qu'en vérité, la diminution de la TVA atteint 3 milliards et non pas 12, comme vous l'aviez prétendu dans un précédent débat, puisque vous aviez compté parmi les produits de première nécessité le homard et le caviar. Ça a été très offensif de deux côtés. François Mitterrand voulait démontrer que Valéry Giscard d'Estaing était un libéral non social. Vous les aviez englobés d'une façon très spécieuse, mais peut-être avez-vous cru que c'était aussi nécessaire que la brioche en 1789. Valéry Giscard d'Estaing voulait démontrer que François Mitterrand était un socialiste incompétent. En l'espace de 20 ans, et cela coûtera
2 milliards. Ah bon, c'était Mais 1 milliard tout à l'heure. Et l'ensemble a été assez désagréable. M. Mitterrand part d'un raisonnement. Sur le passé, j'aurais préféré, je lui dis, que nous parlions de l'avenir. Je n'arrive pas à le faire parler de l'avenir. C'est impossible, il parle toujours du passé. La stratégie giscardienne va jouer sur une certaine forme de ringardisation de François Mitterrand. Mitterrand, celui qui représentait le changement, va devenir presque l'homme du passé, pendant que Giscard va être l'homme du renouveau. Le moment est venu, monsieur Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est cela, je dirais, c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Au moment du monopole du cœur, on a eu le sentiment de la part de Valéry Giscard d'Estaing d'un moment d'authenticité blessée. Il va trouver une formule qui va faire mouche. En s'adressant à François Mitterrand, en lui disant « Vous n'avez pas le monopole du cœur. On peut être comme moi un économiste, comme moi venir de cette droite libérale et avoir du cœur. » Et là, donc, il fait presque une petite OPA sur des valeurs qui sont des valeurs que les Français associaient plutôt à la gauche. Visiblement, l'un des deux compétiteurs a marqué un point et que l'autre, d'ailleurs, l'a accusé. Quoi répondre à une chose pareille? Évidemment que personne n'a le monopole du cœur. Et le fait d'avoir trouvé la formule fait qu'on est un peu sans voix. Et ça, oui, ça fait des moments qui restent. Monsieur François Mitterrand, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, il nous reste à vous dire merci d'avoir accepté ce débat ouvert devant quelques 30 millions de téléspectateurs. Ce fut une grande première pour l'ORTF et pour tous ceux, je crois, qui apprécient la libre confrontation des idées. Mitterrand est sorti pas content. Pas content de lui et par conséquent pas content des autres et au premier chef de ceux qui avaient négocié ou n'avaient laissé ce piège se former. La prestation de François Mitterrand nous paraît plutôt faible. Je mesure que je vous parle avec des lunettes militantes de l'époque, mais sur l'ambiance dont je me souviens, c'est que nous sommes sortis vraiment persuadés de la victoire. Match nul, avantage Giscard, avantage Mitterrand. Les commentaires allaient bon train un peu partout en France où l'on s'est couché hier soir plus tard que d'habitude. Il faut dire que l'audience d'écoute de la télévision hier soir a été la plus forte depuis plusieurs années. L'électricité de France a enregistré peu après 22 heures une brutale et inhabituelle chute de tension. 20 millions de téléspectateurs venaient d'éteindre leur récepteur. On était soulagés que ça se soit bien passé le soir même, et le lendemain surtout, on a été très très soulagés quand on a vu la place gigantesque que la presse lui donnait. Inimaginable aujourd'hui, hein. Même au lendemain d'un duel télévisé aujourd'hui, c'était gigantesque. Et on a pensé d'abord, on a réussi un petit progrès démocratique. Et puis on n'était pas mécontent d'y être arrivé, évidemment. 5, 4, 3, 2, 1. Il est 20h. Sofrès au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Klaxon, trompette, sifflet, pétard, l'avenue des Champs-Élysées s'est transformée hier soir, peu après 23h, en une immense kermesse. Ambiance identique au PC électoral de Valéry Giscard d'Estaing, rue de la Bienfaisance à Paris. Là aussi beaucoup de monde, là aussi beaucoup de jeunes, là aussi beaucoup de slogans, et une véritable ovation lorsque Valéry Giscard d'Estaing et sa femme Anémone sont apparus au balcon. Son assistante, qui était Laurence Soudet, raconte qu'en 1974, à la tour Montparnasse, tout le monde était parti et Laurence Soudet et François Mitterrand partent en dernier. Laurence Soudet avait les larmes aux yeux, était complètement décomposée. Mitterrand tourne la clé et lui dit « la prochaine fois, on gagne ». Et ça, c'était déjà... Donc pour lui, pour Mitterrand, c'était la prochaine fois ou jamais. Est-il sain pour la démocratie qu'un homme disposant de tant de pouvoir puisse rester si longtemps? 7 ans, c'est déjà trop. Mais 14 ans, c'est tellement plus.
Il y a un véritable renversement d'image entre Giscard et Mitterrand qui est frappant et que la télévision, le débat de 81, va illustrer parfaitement. Ce qui a changé beaucoup, c'est que le jeune Valéry Giscard d'Estaing a vieilli, mais surtout il sort de 7 ans d'exercice de la fonction présidentielle. On l'a vu se comporter en monarque. On l'a vu inviter maladroitement les éboueurs à petit déjeuner à l'Élysée. Il a perdu cette espèce d'élégance moderne. Il est devenu un président monarchique. Alors que Mitterrand semble avoir rajeuni. Mitterrand porte des idées nouvelles et ça l'a rajeuni. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Je la reçois comme un honneur. Il n'est pas d'honneur dans la facilité. Autour de François Mitterrand, il y a une petite équipe d'amis très proches. Robert Badinter, Laurent Fabius, Serge Moati, Jacques Attali. Enfin, nous étions un petit groupe. C'était une équipe magnifique. Donc on était soudés, quoi. On y allait. Vous allez être les conquérants du monde nouveau, il nous avait dit. Alors là, moi, ça m'allait très bien. Et on a commencé à travailler chez Laurent Fabius, place du Panthéon. Personne ne savait que nous nous réunissions, mais nous le faisions. Et le point commun entre nous, c'est que nous aimions beaucoup François Mitterrand et qu'il avait confiance en nous. Je le voyais souvent à ce moment-là. Il me dit, je ne peux pas y aller. Genre, vous qui êtes malin, trouvez un système pour que j'y aille pas. Et on a inventé avec Badinter une série de règles. 21 règles. Le porte-parole de Valéry Giscard d'Estaing qualifie aujourd'hui d'absurdes les conditions posées par François Mitterrand, soupçonné ici de vouloir se dérober. Et rue de Marignan, on a même fait un tableau qui montre les conditions des uns et des autres. D'un côté, Valéry Giscard d'Estaing, pas de conditions. De l'autre côté, les conditions de François Mitterrand. On allait très loin, de la place de chacun d'entre nous, la longueur de la table, l'absence de plan de coupe. Vous savez, un type ne peut pas faire « oh » pendant que l'autre parle. J'ai transmis cette proposition à la commission de contrôle. C'était maintenant à M. Giscard d'Estaing de nous faire connaître s'il accepte ou non cette proposition de François Mitterrand. Giscard, lui, comptait beaucoup sur le débat, ce qui fait qu'il était forcé d'accepter les conditions si restrictives et glaciales posées qui ne plaisaient pas ni aux metteurs en scène, au pluriel, ni aux journalistes. Badinter et moi, on retourne voir Mitterrand. Et alors, dit-il, genre, non, moi je le fais mal, Mitterrand, c'était alors. Et on dit, ils sont d'accord. Et c'était genre 3 jours avant le débat. Et il nous a regardé presque avec de la haine, Badinter et moi. Genre, je suis entouré de collaborateurs vraiment minables, surtout moi. Badinter quand même, c'était autre chose. Mais moi, minable. Et donc, il faut que Mitterrand gagne ce débat, ou en tout cas, il ne faut pas qu'il le perde. Nous nous sommes dit, Mitterrand n'a pas la réputation d'être formidable à la télévision, Giscard, lui, est très performant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous nous sommes dit, il faut qu'on fasse une répétition. Quelques jours avant le débat, nous obtenons que François Mitterrand vienne chez moi. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse son contradicteur. Alors, comme j'étais le plus jeune, c'est tombé sur moi. Et alors le débat a sérieusement commencé, jusqu'au moment où Laurent Fabius a été assez vindicatif. Le contradicteur que j'étais censé être a posé des questions qui n'étaient pas nécessairement complaisantes à François Mitterrand. Je me rappelle, il m'avait dit, mais enfin, Fabius, vous ne pouvez pas me dire ça. J'ai dit, mais Monsieur le Président, c'est pas Fabius, c'est votre contradicteur. Bon, moyennant quoi, au bout de 10 minutes, il a pris son chapeau, il est parti. À l'instant, je vois sur mon écran de contrôle que François Mitterrand vient d'arriver. Jacques Merlino, à la maison de la radio. Oui, François Mitterrand est arrivé effectivement il y a 2 minutes, entouré de plusieurs membres de ce conseil politique. L'ambiance retenue, concentrée. On sent que, bon, l'histoire peut tourner une nouvelle page et écrire un nouveau chapitre. 7 minutes après, c'est l'arrivée de M. Giscard d'Estaing. Il avait confiance en lui, il avait raison. C'était loin le meilleur candidat. On sent que la réélection à laquelle on croit, qui engage notre propre avenir, y compris professionnel, c'est loin d'être gagné. Mais avant d'arriver sur le studio 101
Un arrêt, l'arrêt obligatoire à la télévision, l'arrêt maquillage. Il arrive, il y a un moment où il est maquillé, et on reste tous les deux, seuls. Et là, je lui dis, va savoir pourquoi, mais j'étais sincère. Hein. Ah, qu'est-ce que mes parents auraient été contents de vous voir, de me voir avec vous. Ils sont morts les deux, vous savez, quand j'avais 11 ans. Ils sont enterrés au cimetière juif du Borgel, à Tunis. Ils étaient socialistes. Et ils auraient tellement aimé que je sois à côté du premier président socialiste de la Ve République. Et je vois, je vous jure que c'est vrai, je vois Mitterrand dans la glace, très ému, avec juste, vous savez, les yeux comme ça. Et il commence à me parler de ses parents. Et il met un temps, comme ça, il me dit, Serge, vous croyez aux forces de l'esprit? Et moi je dis, oh oui, les forces de l'esprit, bien sûr que j'y crois, bien sûr que j'y crois. Ce qui est vrai. Et à ce moment-là, il se met à pleurer vraiment. Arrivent les conseillers, et ils trouvent Mitterrand en larmes. Vous vous rendez compte, avant d'entrer en scène. Et bien sûr, il y en a un qui me dit, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai eu rien. Et Mitterrand se retourne, il dit, Serge m'a dit exactement ce qu'il fallait me dire. Là, il se disait, c'est le moment ou jamais. Et donc, il sent ça, oui. Il sent ça. C'est un ami que je voyais là, présent, jouer son destin et certainement, pour une part, l'avenir d'une autre. Donc, c'était un moment important. N'oubliez pas que c'était sa dernière chance et que c'était l'ambition de sa vie. Bonsoir. Nous voici donc réunis pour ce débat entre les deux participants au deuxième tour de l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand. Des hommes d'image ont beaucoup travaillé avec lui. On l'a emmené chez des couturiers qui font beaucoup moins dans le costume traditionnel. Il a maîtrisé en particulier son flottement au niveau du regard. Il regarde. Il regarde, et les Français ont besoin d'être regardés avant de donner leur vote. Celles et ceux qui m'auront approuvé dans ma démarche, à moi, candidat des socialistes, puissent s'y retrouver. Je serai ainsi assuré de la cohérence de ce gouvernement. Et puis, vous savez, quand il souriait, Mitterrand, il avait comme ça un vrai sourire de prince de l'ambiguïté. Et on découvrait beaucoup ses incisives. Et il s'est fait limer les incisives, ce qui fait qu'il peut sourire de manière plus franche. Il n'a pas ce sourire de renard, vous voyez. Monsieur Giscard d'Estaing, en 1974, avait parlé à propos de François Mitterrand d'un homme du passé, ce qui avait fait mal. Vous ne voulez pas parler du passé, je le comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. La formule, évidemment, était assez explicite et ça a désarçonné Giscard. Là, ça va faire mouche. Et Giscard, c'est plus le renouveau. C'est en effet l'homme qui a à défendre un bilan. Et ce bilan a des parts de soleil, peut-être, mais a beaucoup de parts d'ombre aussi. Vous savez sans doute qu'il y a eu un second choc pétrolier à la suite des événements d'Iran, et ceci à partir de la mi-79, et qui a relancé à nouveau toutes les difficultés économiques et le chômage. Et puis j'ai senti que les choses basculaient, non pas sur la politique, mais au contraire sur le terrain économique. L'économie était censée être le point faible de François Mitterrand, et donc nous attendions à ce que Valéry Giscard d'Estaing, dont c'était le point fort, qui avait été ministre des Finances, et qui maîtrisait bien ces sujets, nous attendions à ce qu'il porte la dague, aurait dit François Mitterrand, sur ce sujet. Les deux chocs pétroliers, c'est vrai, bien entendu. C'est pas la peine de prendre un ton professoral pour dire on l'a remarqué. Figurez-vous qu'on l'a remarqué nous aussi, qu'il y avait eu 2 chocs pétroliers. Monsieur Giscard d'Estaing a voulu jouer le rôle du savant face à un candidat socialiste supposé être ignorant en économie. Mais ça ne se passe pas comme ça, M. Mitterrand. Actuellement, du seul fait de nos incertitudes politiques, nous sommes au plancher.
Et donc il faut agir. Nous agissons à l'heure actuelle. Nous sommes passés, comme vous le savez, pour le Deutschmark, pouvez-vous me dire les chiffres? Là, intérieurement, je me suis dit, ça c'est quand même imbécile, parce que bien sûr, qu'il a dû réviser quand même que le mark était à 3 francs juste avant d'entrer. Je connais bien la chute du franc par rapport au mark entre 1974 et aujourd'hui. Le chiffre de la journée, de la soirée. Oui. Et ça, comme ordre de grandeur. Ça s'est aggravé. D'abord, je n'aime pas beaucoup, je vais vous dire les chiffres, mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas le président de la République ici, vous êtes simplement mon contradicteur. Mitterrand est meilleur. Il est plus convaincant, il est plus à l'aise, il paraît pas aussi vieux que ça. C'est Giscard qui paraît désormais quelqu'un de hautain, de compétent, de donneur de leçons. Et on n'a pas à donner des leçons quand on sort d'un pouvoir avec lequel les gens ne sont pas si enchantés. Donc oui, ça c'est probablement une erreur de positionnement, mais il était comme ça, Giscard. Je n'accepte pas cette façon. Attention, le fait de vous demander quel est le cours du Deutschmark. Non, pas de cette façon-là. Quand Mitterrand est rentré vraiment carrément dans Giscard en lui disant « mais je ne suis pas votre élève, Néant », il a très bien joué sur un autre thème, c'est-à-dire pour contrebattre cette figure un peu froide et honnête du président, ce qui est tout à fait normal, mais de la personnalité profonde de Giscard. En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Ce qu'il disait était toujours intelligent, mais il me semble qu'il était moins convaincu, voilà. Et alors, ce qui a complètement achevé de désarçonner Valéry Giscard d'Estaing à la fin, et Dieu sait que pour le désarçonner, il en fallait, ça a été qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que, dans ces dernières minutes de fin, donc chacun concluait, et à ce moment-là, Boissonnat l'a interrompu. C'était des temps qui étaient durs et difficiles. Il vous reste moins d'1 minute. Non, il me reste, oui, moins d'1 minute. J'ai appris par ce que j'appellerais la voie dure. C'est vrai qu'on n'avait jamais dit à Giscard pendant 7 ans qu'il avait 1 minute et demie devant lui, il faisait ce qu'il voulait. Donc, et il a été assez désarçonné par cette interruption, et donc il a été moins bon à sa péroraison finale qu'il aurait pu l'être. Voilà. Désormais, les Français sont les seuls à répondre par leur vote au nom de Jean Boissonnat. Au revoir et merci. Nous étions à Marignan, le cas Degnaud et moi à regarder. Et quand le débat a été terminé, tous les trois ensemble, nous nous sommes dit c'est foutu. Là, ce débat, on en sort, moi, Guilleret, je ne suis pas heureux. Je me dis, pour moi, si vous voulez, le résultat du débat, c'était que ça donnait une chance contre nous. 15 minutes après apparaissait, toujours dans la cohue, François Mitterrand, souriant, et toujours les mains dans les poches. Ce qui m'a alerté à la fin, c'est Badinter, qui est un type magnifique. Je lui dis, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Il me dit, c'était un match nul. Nul à tous les sens du mot. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, on a gagné. Est-ce que le débat était émouvant pour les deux candidats, compte tenu de l'enjeu? Pour moi, il l'était, c'est sûr. Il était sur beaucoup de plans. Il y avait beaucoup de monde autour de lui. Il était déjà le président de la République. Il était déjà le 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir. « 88, c'est tout à fait autre chose. François Mitterrand est président de la République. Il a en face de lui, ce qui est une situation assez bizarre, Jacques Chirac. Et la grande difficulté de Jacques Chirac, quelles que soient ses qualités, c'est à dire je suis Premier ministre et je vais renverser le président de la République. C'est un peu, je veux être calife à la place du calife. C'est très difficile. On sort d'une période de cohabitation dure et vive et parfois violente. Le gouvernement fait adopter la réforme électorale, la loi sur l'audiovisuel, le retour des contrôles d'identité, le contrôle de l'immigration. On était dans un bras de fer véritablement permanent. La droite incarnée par Jacques Chirac
à ce moment-là, était une droite très à droite. Privatisation massive, introduction de la sélection à l'université, suppression de la chaîne musicale pour les jeunes. Et de l'autre côté, François Mitterrand luttait pied à pied contre cette politique, multipliait les obstacles, ne donnait pas sa signature, recevait les syndicats dans les moments de crise sociale à l'Élysée. Au QG du candidat François Mitterrand, on ne dort pas sur ses lauriers. 15 jours pour dépasser la barre des 50%, 15 jours pour constituer une nouvelle majorité. Pour moi, ce que j'avais expliqué, parce qu'il faut toujours que les idées s'appuient sur une stratégie. La stratégie, Monsieur le Président, c'est qu'on comprenne bien que vous êtes le champion et à côté de vous, il y a un petit challenger. Ce débat marque bien la phase finale de la cohabitation politique entre le président de la République et son Premier ministre. La preuve, il a fallu 5 heures hier pour négocier la couleur de la moquette, celle des murs et la forme de la table avec les représentants des deux impétrants. Je lui avais dit comme ça en préparation, quand vous le voyez en Conseil des ministres, Chirac, il est à quelle distance de vous? Alors j'ai pris ma chaise, je me suis levé, j'ai rapproché, j'ai éloigné, j'ai rapproché, et il est là. Et je sors au grand accablement de Mitterrand, 1 mètre, 1 centimètre, vous savez. Et je lui dis, je prends le pari, je vous assure que vous l'aurez exactement à cette distance-là de vous, le jour du débat. Alors pour arriver à cette même position, il a fallu que je triche avec les autres pour le coup. J'ai dit, il me faudrait au moins 1m70 pour qu'on les voit bien tous les deux, etc., etc. Et ça s'est passé exactement comme je souhaitais, coup de bol. Ils ont dit non, pas plus d'1m40. Et moi, je fais... Pouf. Bon, d'accord. Maison de la radio, ce soir, 20h30. Lorsque le rouge caméra s'allumera sur le plateau 101, François Mitterrand et Jacques Chirac auront très exactement 1h50 devant eux pour convaincre les lecteurs téléspectateurs. Il ne risquait plus sa peau comme en 81, vous voyez. Là, il pensait qu'il serait plus fort. Il n'était pas du tout inquiet de ce débat. François Mitterrand arrive le premier à 20h05. Jacques Chirac le suit 7 minutes plus tard. Ils sont tous les deux en retard sur l'horaire. Il y a eu plus d'électricité entre Mitterrand et Chirac en 88. J'ai trouvé que l'électricité était là vraiment à son comble. Les duellistes préparent leurs notes, l'antenne dans 3 minutes. Ces deux hommes qui ne s'aiment pas, et ça ne peut pas ne pas se voir tout de suite. Et dès les premières minutes, on sent que ça va être électrique. Mais dès les premières minutes, là, le vainqueur est clair, c'est Mitterrand tout de suite. Moi, je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans. C'était très difficile d'éviter le piège de l'appellation Premier ministre. Le fait est, il l'était. Donc, il n'a pu faire autre chose que de protester tout de suite. On avait répété le truc, il devait l'appeler Monsieur le Premier ministre tout le temps. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Je me souviens, moi je parlais avec lui et je posais ce genre de questions. Et lui devait me dire Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Il ne devait pas se tromper, quoi. Alors, il y avait Bérégovoy, il y avait Lang, il y avait Fabius, il y avait ça. Et chaque fois, il devait répondre Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Et on y allait vite, quoi. Et il a été impeccable. Il a été impeccable aussi. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Moi, j'étais à l'époque sondeur, j'étais dans une grande salle avec 200 enquêteurs qui téléphonaient en temps réel en demandant qui est le plus convaincant, etc., etc. Et là, tout à coup, ma courbe fait un saut. Mitterrand a gagné. Et il ne bougera plus jamais de cela pendant toute l'émission. Vous en êtes là, Monsieur le Premier ministre. Ah oui, oui. C'est triste. Et pour votre personne et pour votre fonction. Et il réussit ce tour de force, absolument incroyable quand on y pense, alors qu'il est le sortant, ce qui en général est un handicap, de faire apparaître Jacques Chirac comme le sortant. Il est dans cette démarche de surplomb et il va tenir cette position de surplomb. Et donc, peu à peu, Chirac s'agite, s'énerve.
parce qu'il cherche à trouver, comme, si vous voulez, l'alpiniste sur une paroi extrêmement lisse, il cherche à trouver sur la paroi mitterrandienne des prises, et il ne les trouve pas. Parce que le Sphinx lui oppose sans arrêt cette attitude quasi marmoréenne. Je me souviens des conditions dans lesquelles vous avez renvoyé en Iran M. Gorgi, après m'avoir expliqué à moi, dans mon bureau, que son dossier était écrasant et que la complicité était démontrée dans les assassinats qui avaient ensanglanté Paris à la fin de 1986. Ce débat-là n'a pas été du tout un débat présidentiel classique, parce qu'à un moment donné précis, la discussion entre eux est devenue très grave, puisque c'était une mise en cause par François Mitterrand de la politique terroriste, antiterroriste de Jacques Chirac. Mais est-ce que vous pouvez dire, Monsieur Mitterrand, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que Gorgi, que nous avions les preuves que Gorgi était coupable de complicité ou d'action dans les actes précédents? Dire à François Mitterrand, dans les yeux, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Ça vraiment, je me suis dit là vraiment, bon, dans les yeux, Mitterrand, il pouvait dire ce qu'il voulait. Jacques Chirac est persuadé que ce qu'il dit là est vrai, qu'il l'a vécu comme Premier ministre, face à l'autre, qui était le président sortant. Il est donc sûr qu'il peut raconter quelque chose qui ne peut qu'être accepté par son vis-à-vis. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. Dans les yeux, je la conteste. On avait poussé un espèce de soupir il y a eu un bruit un peu collectif, parce que nous, en tout cas l'équipe, nous avions le sentiment d'un mensonge absolument direct. Je pense qu'il y a un sentiment d'abattement. Je pense que Chirac se rend compte que le tapis se dérobe sous ses pieds. Comment voulez-vous, devant une telle audace, appelez ça un tel culot si vous voulez, comment faire pour ne pas se démonter un peu? En 1984, vous avez plus que doublé le taux de la TVA sur les aliments pour les chiens et les chats. Comme si ce n'était pas essentiellement un nombre considérable de personnes modestes et souvent seules qui ont des animaux de cette nature et qu'on a fait cette ponction injuste sur leurs revenus. Jacques Chirac faisait feu de tout bois. Et en particulier, à un moment donné, il dit « Mais vous êtes l'homme des taxations, des impositions. La preuve, d'ailleurs, c'est que vous avez augmenté la taxe sur les produits nécessaires à l'alimentation des chats et des chiens. » Vous avez parlé des chats et des chiens. Moi aussi, je les aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que nous avons des chiens de la même espèce. Et Dieu sait si on s'y attache. Alors, je ne peux pas vous répéter ce que j'avais entendu naguère. Vous n'avez pas le monopole du cœur pour les chiens et les chats. Je les aime, moi aussi. On se dit, mais mon Dieu, qu'il est fort, quoi. Quel talent. Looping arrière, looping avant. Et il est particulièrement en forme dans ce débat. Et il enferme complètement Chirac dans l'homme d'un clan. Et Dieu sait s'il va jouer aussi tout au long du débat sur le duo, plutôt le face-à-face entre l'homme des clans et l'homme du rassemblement de la France unie que serait François Mitterrand. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat qui a été d'une grande liberté. Nous avons un peu bouleversé en cours de route les choses, mais enfin, je crois que c'était pour le plaisir des téléspectateurs, pour le nôtre en tout cas. Mais alors, ce qui était formidable, c'est que dès que l'émission était terminée, Chirac, conformément à son tempérament, est allé dire au revoir avec un mot à chacun des techniciens. Et à ce moment-là, Mitterrand était déjà sorti. Et quand il a vu ce que faisait Chirac, il est revenu sur ses pas et il a fait la même chose. Mais c'était drôle parce qu'on voyait quand même que le naturel de Chirac était de dire bonjour à tout le monde et le naturel de Mitterrand était plutôt d'établir une distance. Attention, top! François Mitterrand, réélu président de la République, 54,1% des voix. Rue de Solferino, la minute de vérité et l'angoisse qui fait place au délire. Mitterrand 88, c'est encore mieux que Mitterrand 81. Je me souviens d'une chose qui m'avait frappé, c'est Chirac me faisant venir après à l'hôtel de ville, après sa défaite, quoi. Et il me dit comment vous avez préparé le débat? Et ben, je lui ai raconté l'histoire de Monsieur le Premier ministre.
J'ai dit, chacun de nous jouez votre rôle. Ah, ça c'était répété. Oui, bien sûr que c'était répété. C'est une épreuve, 1988. Il y a le retour à l'hôtel de ville. Il s'entoure d'une équipe politiquement très forte. En fait, il rapatrie l'équipe de Matignon, qui vont faire de Paris une sorte de laboratoire qui s'exprimera complètement en 1995, lors de l'élection suivante, en fait. Le débat a été le plus technique, le plus ennuyeux de l'histoire de la Ve République. Et du point de vue de Jospin, ça a été extrêmement volontaire. Voici le choix des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% tout rond. La performance de l'élection présidentielle de 95, c'est Lionel Jospin. Les premières estimations viennent de donner Lionel Jospin en tête, une perspective qu'aucun socialiste, même parmi les plus optimistes, n'avait osé envisager. Lionel Jospin, heureux d'être arrivé en tête au premier tour et d'avoir fait un bon parcours présidentiel, alors même que 2 ans auparavant seulement, il était au fond du trou en 93. La gauche avait été balayée, les socialistes avaient subi une défaite gigantesque et Lionel Jospin lui-même n'était plus que conseiller général de Sainte-Gabelle. Contre toute attente, Jacques Chirac, avec près de 21%, arrive en seconde position. Il ne devance que d'1 point le Premier ministre candidat Édouard Balladur. En 95, 7 ans se sont passés, il a pris beaucoup de recul, il a refusé d'aller à Matignon en 93, il a labouré le terrain, fait toute la France, beaucoup écouté. Il est, d'une certaine manière, lâché par beaucoup de ses soutiens historiques. Et quelque part, il est beaucoup plus libre, il est beaucoup plus lui-même en 95 qu'il n'a jamais été. Et chez Jacques Chirac, les préparatifs vont bon train. Le maire de Paris n'en est certes pas à son premier duel, mais ses proches cette fois-ci lui conseillent une stratégie et une seule, l'attaque. À partir du moment où on savait que Chirac était qualifié pour le second tour, il était à peu près certain que la dynamique et le report, très propre d'ailleurs de Balladur au soir du premier tour, créaient les conditions d'une victoire certaine. L'affaire est sérieuse et chaque camp s'y prépare avec ardeur. Ici, au quartier général de Lionel Jospin, un responsable visionne plusieurs fois par jour les prestations télévisées de Jacques Chirac et tente de déjouer les pièges. J'avais visionné tous les débats auxquels Jacques Chirac avait participé et j'avais fait une note de synthèse après avoir interviewé toute une série de personnes, lu toute une série de choses que je présente devant un aréopage des 15 principaux responsables de la campagne. Je fais mon petit topo, Lionel Jospin prend la note et il la met de côté. Et il dit, je ne ferai pas comme ça. Et ma note était très offensive. C'était une note pour déstabiliser, dérouter, battre Jacques Chirac. Et là, Lionel Jospin se met à m'engueuler. Non, nous n'allons pas gagner cette élection. Ça n'est pas possible, ce n'est pas la nôtre. Mais c'était déjà sa pensée pour le débat. On égalise, on montre un homme d'État, on prépare la suite. Lionel Jospin est arrivé à 20h04 très précisément. Jacques Chirac un peu plus tard, il était 20h11. Les deux candidats sont passés par une porte annexe. Lionel Jospin, il était assez décontracté. Quand je suis entré, après avoir frappé bien entendu, dans sa loge, il était avec une demi-douzaine d'amis ou de collaborateurs, et ils étaient tous en train de rire, ce qui, à 20 minutes du début d'une émission de duel d'entre-deux tours, je ne crois pas que ça se soit produit une autre fois. Parce qu'on connaît l'histoire, ils s'étaient aperçus que la veste et le pantalon de Lionel Jospin étaient bien gris tous les deux, mais ça n'était pas le même gris et ça n'était pas le même costume. Et de surcroît, il y avait une cravate qui brillait. Alors ça a été une cesse de panique, il a essayé des trucs qui n'allaient pas. Puis finalement, on a décidé qu'il ferait le débat avec un costume dépareillé, en se glissant discrètement pour que l'adversaire ne voit pas. Et pour la cravate, Claude Chirac, qui était là, vient très gentiment proposer une cravate. Et je dis non, je ne veux pas de la cravate de Jacques Chirac, par une sorte de superstition. Et donc on trouve une autre cravate. Celui pour qui l'enjeu était en fait le plus important, c'était Jacques Chirac. Je suis allé voir Jacques Chirac et je l'ai trouvé assis devant une coiffeuse, appuyé la tête entre les mains, comme ça,
vivant avec une violence incroyable l'intensité du moment, parce que pour lui, c'était en gros. J'ai toutes les chances de gagner, sauf si je commets une erreur pendant le duel télévisé. Je n'ai bien sûr aucun antagonisme à l'égard de Jacques Chirac, sauf ce qui peut nous séparer des convictions ou des conceptions ou des propositions différentes pour les Français. La première image qui me revient du débat entre Lionel Jospin et Jacques Chirac sont peut-être les premiers échanges, extraordinairement polis, respectueux, attentifs l'un à l'autre. Je voudrais d'abord dire à M. Jospin que je suis dans le même état d'esprit que lui, naturellement, sur l'intérêt que je porte à ces débats et le respect que j'ai pour sa personne. Je le trouvais souriant, plutôt détendu, et le début a créé en fait les conditions d'un match à peu près sans faute. Vous savez, les 39 heures n'ont pratiquement créé aucun emploi. 150 000 Non, c'est études de la Banque de France. Non, c'est tout à fait contesté par la plupart des experts. Le débat a été le plus technique, le plus ennuyeux de l'histoire de la Ve République. La part des salaires dans la richesse nationale est tombée à 63%, c'est-à-dire qu'elle a diminué en gros de 10 points. Si les hommes s'effacent devant les programmes, les gens commencent à s'ennuyer. Il faut faire vivre les programmes. Il faut donner de la chair au discours programmatique. On n'avait pas ça avec Jospin-Chirac. Donc, bon, le débat était de qualité, c'était courtois, ils ont parlé des programmes. Bon, mais tout ça est un peu ennuyeux. Vous savez bien. Bon, bien sûr. Bien. C'est d'ailleurs ce qui justifie que je rétablisse en direction des sociétés. Du point de vue de Jospin, ça a été extrêmement volontaire. Il a montré simplement que c'était un homme qui avait du calme, du sang-froid, qui avait une posture respectueuse et respectable, qui maîtrisait parfaitement les dossiers, qui était un homme de gauche réformiste, pondéré, et donc il a marqué des points pour l'avenir. On s'est dit, Lionel Jospin ne peut sans doute pas être président de la République tout de suite, mais pourquoi pas plus tard? Je ne propose pas de partager la pénurie, contrairement à ce que vous dites. Je propose de partager la croissance, les fruits de la croissance. C'est tout à fait différent. Pour le reste, ça a été courtois, pas brillant. Lionel Jospin nettement plus détendu que Jacques Chirac, et même souriant. En somme, je voudrais dire, badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long. Il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Il vaut 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac, c'est une phrase préparée, parce qu'ils avaient tous non seulement des réalisateurs, mais des communicants à disposition qui leur avaient fabriqué des phrases qu'ils essayaient de caser. Dans Les Tontons Flingueurs, il y a 300 mots d'auteur hilarants. Là, il y en a 2, c'est pas gigantesque. Mais la nature de cette glaciation vient de leurs intentions politiques de fond, c'est-à-dire gagner pour l'un et participer pour l'autre. Quand l'émission a été terminée, ils se sont parlé, je dis pas comme 2 amis, il ne faut pas exagérer, mais avec cordialité, et en tout cas courtoisie, mais même une certaine cordialité. On se fait plaisir quand toute agressivité, on se fait plaisir à ses militants. Les Français ont horreur de ça. Oui, pourtant les meetings. On parle entre nous, là. Ah oui. Vous avez eu la même chose. Bien sûr. Tu vas le plier. Oui, naturellement. Mais ça, c'est les militants. Moi, je veux pas de chose. Absolument. Alors, mais l'ensemble des Français, pas tous, pas tous les militants. Non, bien sûr, c'est ceux qui gueulent. Le soir du débat, juste à l'issue, on le retrouve pour quelques instants. Il me semble qu'on boit un verre, sûrement une bière. Il est souriant, il est détendu, il est surtout très très content que ce soit derrière. Mais il est probablement au moment même où se termine ce débat, déjà dans la construction de l'exercice du pouvoir. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. 5e président de la Ve République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Tout au long de cette campagne, Lionel Jospin n'a pas cherché à gagner, mais, comme il l'a dit, à relever le gant, à remettre la gauche en position de l'emporter plus tard. Et c'est ce qui s'est passé en 97, c'est ce qui ne s'est pas passé en 2002. La grande surprise, elle est venue en 2002. Personne ne pensait que Jean-Marie Le Pen serait au 2e tour. À 14h, le dimanche, quand c'est intervenu, c'était à la fois une bombe
Et en même temps, l'affaire était pliée, parce que Chirac n'avait aucune chance de perdre. De notre point de vue, pas de problème, ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%. Larmes, détresse et incrédulité ont envahi le siège de campagne du Parti socialiste. Lionel Jospin est éliminé. Mais je retiens d'avoir revu Jacques Chirac au soir du premier tour, avec le choc de la présence de Le Pen au second tour de la présidentielle. Et on lui dit, il faut préparer le lendemain. Il dit, qu'est-ce qu'il y a demain? Je dis, vous avez un rendez-vous avec Bayrou, avec Madelin. Il dit, ah non, il n'y a pas de rendez-vous, vous m'annulez tout ça, vous les prévenez, je ne veux pas les voir. Non, parce qu'il ne voulait pas les voir, mais il trouvait que c'était plus utile. Les militants chiraciens ont eu bien du mal à choisir entre applaudissements et consternation. Il a dit, mais il faut quand même qu'on organise l'agenda pour préparer le débat. Nickel débat. Je ne pensais pas que je vais débattre avec Le Pen. Et donc le soir même, à 22h, il avait plié l'affaire. Pas d'alliance, pas de négociation avec les partenaires, pas de débat avec Le Pen. Et il est seul face à sa responsabilité historique d'être celui qui protège la République. Face à l'intolérance et à la haine, il n'y a pas de transaction possible, pas de compromission possible, pas de débat possible. On a l'impression qu'il y a une génération politique qui est en train peu à peu de quitter la scène sur la pointe des pieds. Et bien sûr, Chirac sera élu triomphalement contre Jean-Marie Le Pen, mais aussi on sent que c'est la fin.